Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Direct, votre fenêtre sur les grandes actualités qui ont pris place, que ce soit sur la scène nationale ou quand même sur la scène régionale ou internationale. Aujourd'hui, nous allons vous proposer trois sujets principaux, à savoir comment le forum de TICAD 9 auquel l'Égypte participe actuellement va donner plus de profit à l'économie égyptienne, va donner plus d'élan au sein de l'économie égyptienne. Comment, à travers cette coopération économique stratégique entre l'Égypte et le Japon, nous pouvons non seulement arriver à profiter de l'économie égyptienne, mais aussi de l'économie des pays africains. Donc c'est l'un des sujets à discuter pendant les prochaines minutes, mais aussi nous allons jeter plus de lumière sur les derniers développements qui sont survenus sur la scène de la guerre dans la bande de Gaza. Bien sûr, le Hamas a accepté une proposition de cessez-le-feu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quelles sont les conditions? L'impact de ça sur le Coran des choses, que ce soit sur le terrain, sur le plan politique, sur le plan d'Israël, de réoccuper la bande de Gaza, ou avec plus de précision la ville de Gaza. Enfin, comment l'intelligence artificielle impacte l'économie nationale. Toujours, ça sera un sujet dans le cadre de ces relations de plus en plus étroites entre l'Égypte et le Japon. Comment l'intelligence artificielle va doper un peu plus l'emploi des jeunes Égyptiens dans le domaine technologique. Comment ça va être très rentable pour les jeunes Égyptiens. Donc c'est ce qu'on va savoir durant les prochaines minutes, mais très rapidement, nous devons commencer par ce reportage qui va jeter plus de lumière sur notre Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, la délégation qui l'a accompagné et qui ont participé aujourd'hui matin au forum d'investissement égypto-japonais organisé par le Conseil d'affaires égypto-japonais. Ce forum a réuni en fait plusieurs entreprises égyptiennes et japonaises de premier plan pour discuter des opportunités de renforcer la coopération entre ces entreprises sur les marchés égyptiens, mais aussi sur le marché japonais. Ceci s'inscrivait dans le cadre de la visite du Premier ministre au Japon pour participer au nom du président Abdel Fattah el-Sisi à la 9e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 9, accueillie par la ville japonaise de Yokohama. Donc, plus d'informations en ce qui concerne cette participation égyptienne au TICAD, mais aussi quelles sont les grandes déclarations qui ont été lancées par Dr Moustapha Madbouli lors de ce forum qui a regroupé les investisseurs et les hommes d'affaires de l'Égypte et du Japon aujourd'hui matin. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a prononcé aujourd'hui un discours lors du forum du Conseil d'affaires égypto-japonais qui se tient dans la capitale japonaise Tokyo en présence des ministres, de la ministre de la Planification, du Développement économique et de la coopération internationale, de l'éducation et de l'enseignement technique, du président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez et de l'ambassadeur d'Égypte au Japon. La participation du Premier ministre et de la délégation qui l'accompagne à ce forum s'inscrit dans le cadre de sa visite actuelle au Japon pour représenter le président Abdel Fattah el-Sisi à la 9e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 9, accueillie par la ville japonaise de Yokohama. Au début de son discours, le Premier ministre a déclaré qu'il était honoré de participer à la réunion périodique du Conseil d'affaires égypto-japonais conjoint, organisé pour la première fois depuis 5 ans, avec une participation égyptienne et japonaise de haut niveau, afin de discuter de moyens de renforcer et de soutenir la coopération économique, commerciale et d'investissement entre l'Égypte et le Japon dans divers secteurs. Dr Madbouli a ajouté que l'Égypte avait connu au cours de la dernière décennie un essor de développement marqué par le renforcement de la compétitivité de son économie et par une plus grande implication du secteur privé.
Il a souligné que l'Égypte avait amélioré le climat des affaires grâce à un programme de réforme économique comprenant des mesures financières et monétaires, notamment la gouvernance des investissements publics et l'adoption d'un régime de change flexible. Ces réformes ont permis de stabiliser le marché des changes et d'équilibrer la balance des paiements. Il a insisté sur le fait que la position stratégique de l'Égypte, reliant l'Afrique, l'Europe et l'Asie de l'Ouest, est située sur les voies de navigation internationale, en faisait un centre régional pour les chaînes d'approvisionnement des grandes entreprises mondiales, ainsi qu'un hub pour la production, le transport et la distribution de l'énergie renouvelable et verte. Il a ainsi invité les entreprises japonaises à profiter de cet avantage en élargissant leur investissement dans les différents secteurs vitaux de l'économie égyptienne. Il a également invité les entreprises japonaises à soutenir les efforts de l'État égyptien en matière de localisation de l'industrie. Donc, pour avoir plus d'éclaircissement aussi concerne cette participation égyptienne au sein de TICAD 9, mais aussi au sein de ce forum d'investissement égypto-japonais, j'ai actuellement en ligne de l'Inter international la professeure de l'économie, Dr Hiba Qaoud. Dr Hiba Qaoud, toujours vous êtes la bienvenue sur l'Inter international et bonsoir. Avec vous. Oui, j'ai une question très importante. Comment vous voyez l'importance de ce forum de TICAD dans ce temps d'incertitude mondiale? Avec plus de précision, comment vous trouvez l'importance de la tenue de ce forum égypto-japonais, bien sûr, qui a regroupé des investisseurs et des hommes d'affaires, que ce soit de la part du Japon ou de la part de l'Égypte, dans cette période, et comment ça va donner un élan au dynamisme et à la performance de l'économie égyptienne. En fait, cette coopération stratégique entre l'Égypte et le Japon offre des avantages mutuels significatifs et un impact positif sur les deux économies. Leur effet se manifeste à la fois sur le plan macroéconomique et au niveau du secteur industriel. Pour l'économie égyptienne, l'impact de cette coopération est particulièrement transformateur pour l'Égypte, agissant comme un catalyseur de croissance et de modernisation. On parle ici d'une attraction d'investissements directs étrangers, l'établissement d'une zone industrielle japonaise et l'incitation à la localisation de la production, attirant un afflux de capitaux étrangers stables. Ces investissements sont cruciaux pour financer des projets de grande envergure et stimuler l'activité économique. Ouais. Aussi, on parle comme avantage d'une création d'emplois et développement des compétences. Les investissements japonais dans les secteurs de l'industrie, de l'automobile et de l'énergie se traduiront par la création de nombreux emplois pour le main-d'œuvre égyptienne. De plus, le transfert de technologie et des savoir-faire japonais améliorera les compétences locales et la productivité. Aussi, comme un impact, on peut aussi parler sur la diversification et renforcement des exportations, en devenant un centre de production et d'exportation pour les entreprises japonaises, notamment à travers le canal du Suez. Ouais. L'Égypte pourra augmenter ses exportations, diversifier ses sources de revenus et améliorer sa balance des paiements. Ouais. Enfin, on parle aussi de modernisation des secteurs clés. La collaboration dans les domaines de l'énergie renouvelable, du dessalement de l'eau et de l'industrie automobile permettra à l'Égypte de moderniser ses secteurs stratégiques, d'adopter des technologies de pointe et de s'aligner sur les standards internationaux. Oui. Docteur Hiba Qaoud, en tant qu'une observatrice économique, comment les réformes qu'a menées l'Égypte dans la dernière période au niveau fiscal, au niveau des infrastructures, au niveau des facilités d'investissement, améliorent vraiment la compétitivité égyptienne au niveau mondial, notamment aux yeux des Japonais? En fait, tout le monde maintenant peut voir avec les nouveaux projets qui sont établis en Égypte et la bonne infrastructure
que l'Égypte est devenue une place importante qui attire les différents pays étrangers, non seulement le Japon, mais aussi les autres pays, et les attire pour faire des investissements en Égypte. Aussi, on a en Égypte une main-d'œuvre qui n'est pas très coûteux comme les autres pays. Pour cela, on a des personnes qualifiées avec des salaires qui ne sont pas élevés. Ça aussi attire les pays étrangers. Et on trouve aussi que pour les autres pays, c'est un accès pour un nouveau marché. Et la localisation de la production en Égypte permet aux entreprises étrangères d'accéder plus facilement au marché d'Afrique et du Moyen-Orient. Cette stratégie réduit les coûts de transport, de logistique et diversifie les chaînes d'approvisionnement mondial. En fait, aussi les réformes économiques de l'Égypte, telles que la stabilisation du marché, des devises étrangères et la réduction du temps du douanement, offrent un environnement d'affaires plus sûr et plus efficace pour les investisseurs. Oui, oui. J'ai une troisième question concernant comment les Japonais voient l'Égypte. À quel point les Japonais considèrent l'Égypte comme un partenaire fiable au niveau économique sur la scène africaine. Et je parle de ça parce que, comme vous savez, il y a une sorte de compétition, de concurrence entre les Japonais et les Chinois. Et récemment, la Chine a beaucoup investi dans l'économie égyptienne, notamment après les tarifs douaniers imposés par Donald Trump. On a entendu parler de presque 7 usines, où il est prévu que 7 usines seront ouvertes dans la prochaine période dans le domaine de l'enfer et dans le domaine de fer et d'acier. Également, il y a des investissements chinois dans le domaine de textile, de filage et ainsi de suite. On trouve qu'il y a une sorte d'intervention chinoise de plus en plus très intense au sein de l'industrie et au sein de ce processus d'industrialisation, de la localisation de l'industrie au sein de l'Égypte. Donc, comment les Japonais évaluent donc ce progrès chinois dans le domaine économique de l'Égypte et comment les Japonais considèrent l'Égypte encore une fois en tant qu'un partenaire fiable? En fait, si on parle sur comment le Japon perçoit l'Égypte, elle perçoit l'Égypte comme un partenaire stratégique et un acteur clé dans la région. Et cette vision repose sur plusieurs aspects. C'est un partenaire stratégique et un acteur important. Et comme nous avons dit que le ministre japonais a exprimé sa reconnaissance pour le rôle important que l'Égypte joue sur la scène régionale, le partenariat est qualifié de stratégique, ce qui va au-delà d'une simple relation commerciale. Aussi, le Japon voit l'Égypte comme une économie connaissant un développement remarquable et qui revêt une importance spéciale pour les investissements japonais. Cela indique que l'Égypte est perçue comme un pays doté d'un fort potentiel de croissance et d'opportunités d'investissement. Aussi, le Japon reconnaît les efforts de l'Égypte pour améliorer son climat d'investissement. L'intérêt japonais se concentre sur des facteurs spécifiques comme l'industrie de l'énergie et l'idée de localiser la production, notamment à travers la proposition de zones industrielles dans la région du canal de Suez. Ouais. Et la relation ne se limite pas aux aspects économiques, aussi on trouve une coopération étroite dans des domaines de culture, des antiquités, et à travers laquelle l'exposition égyptienne au Japon. Si on parle sur l'Égypte aussi, cette question, c'est pas une question, comme on dit, à une réponse simple, mais on peut dire que les deux pays jouent des rôles stratégiques très différents et complémentaires pour le Japon.
Oui. Pour la Chine, c'est un partenaire commercial et économique de premier plan, bien sûr. Pour le Japon, on trouve que la Chine est l'un des plus grands partenaires commerciaux du Japon, avec des volumes d'échanges massifs. La relation est également marquée par aussi des tensions géopolitiques, des rivalités régionales, des questions de sécurité. Cette situation a incité le Japon à chercher à diversifier ses partenariats économiques pour réduire sa dépendance excessive à l'égard de la Chine. Oui. Merci beaucoup. Elle trouve que l'Égypte est une partenaire stratégique complémentaire. Oui, oui. Merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne le TICAD et la participation active, bien sûr, au sein de ce forum, mais aussi au sein de ce forum d'investissement égypto-japonais. Merci beaucoup, Dr Heba Qaoud. Donc actuellement, c'est un autre sujet concernant les derniers développements dans la bande de Gaza. Sur le terrain, on trouve que le Croissant Rouge, bien sûr avec plus de précision au niveau humanitaire, le Croissant Rouge égyptien lancé aujourd'hui le 18e convoi intitulé Zaid el-Izza de l'Égypte vers Gaza, comprenant plusieurs camions d'aide alimentaire, médicale et humanitaire urgente en direction du sud de la bande de Gaza via le passage de Karm Abou Salem. Le Croissant Rouge égyptien a expédié ce 18e convoi Zaid el-Izza transportant près de 2300 tonnes, comprenant plus de 2200 tonnes de denrées alimentaires de farine, ainsi que 2 tonnes de fournitures médicales, de tentes et de matériel de première nécessité indispensable à la population de Gaza. Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts égyptiens visant à fournir une aide alimentaire et de secours aux habitants de la bande de Gaza. Le Croissant Rouge égyptien, en tant que mécanisme national de coordination et d'acheminement de l'aide vers Gaza, est présent à la frontière depuis le début de la crise. Le passage de Rafah n'a jamais été complètement fermé. Côté égyptien, l'organisation reste en état d'alerte dans tous ses centres logistiques, poursuivant ainsi ses efforts ininterrompus pour faciliter l'entrée de l'aide vers la bande de Gaza. Donc, traitons actuellement le dossier de la cause palestinienne du point de vue politique, mais aussi stratégique, avec cette nouvelle proposition de trêve à Gaza acceptée par le mouvement palestinien Hamas. Bien sûr, cette trêve reprend presque intégralement un précédent plan approuvé par Israël, selon les déclarations du Qatar, ce médiateur dans le conflit. Le Hamas a donné une réponse très positive, reprenant presque intégralement un plan accepté précédemment par Israël sur une trêve dans la bande de Gaza, associée à une libération d'otages retenus dans les territoires palestiniens. Le Hamas a annoncé lundi avoir accepté une nouvelle proposition de cessez-le-feu à la suite d'une médiation égyptienne et qatari au Caire. Le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari, a confirmé la proposition actuelle incluait cette trêve de 2 mois ainsi que des dispositions permettant l'acheminement de l'aide vers Gaza. Cette relance diplomatique intervient au moment où l'armée de l'occupation israélienne se prépare à réoccuper, à conquérir la ville de Gaza et les camps de réfugiés voisins, échappant jusque-là à son contrôle en vertu d'un plan israélien adopté dans l'objectif affiché d'en finir avec le Hamas et libérer tous les otages. D'autre part, saluons la réponse très positive du Hamas. Le Qatar a indiqué que la proposition reprenait presque intégralement, encore une fois, un plan américain accepté précédemment par Israël. La balle est désormais dans le camp israélien, c'est ce qu'a résumé au Caire le directeur des services de renseignement égyptiens après que la proposition a été formellement soumise à Israël. Un commentaire sur la proposition de ce cessez-le-feu présenté par les médiateurs égyptiens qataris dans ce commentaire. Le Hamas accepte une trêve de 60 jours avec repositionnement des forces israéliennes pour l'acheminement de l'aide à Gaza. La proposition comprend une suspension temporaire des opérations militaires pour une durée de 60 jours, au cours desquelles il y aura un échange des prisonniers des deux côtés. D'après une source égyptienne à la chaîne Al-Qahira News lundi, 10 otages israéliens seront libérés en plus de la remise de 18 cadavres sur les 36 encore en possession du Hamas.
Le nombre de prisonniers palestiniens n'a pas été déterminé. La proposition stipule aussi le repositionnement des forces israéliennes vers des zones adjacentes aux frontières afin de faciliter l'acheminement de l'aide dans l'enclave sous blocus israélien total depuis mars dernier. La source a ajouté que cette proposition inclut le début, dès le premier jour de la trêve, des discussions pour un accord global ou un cessez-le-feu permanent. Selon la même source, la proposition comprend une voie claire pour parvenir à un accord global et mettre fin à la guerre. Le Hamas a considéré cette proposition comme le meilleur choix présent pour protéger les habitants de Gaza et comme le point de départ d'une solution globale qui mettrait les civils à l'abri de l'escalade militaire. Une délégation du Hamas était arrivée au Caire la semaine passée pour discuter d'une nouvelle proposition sur la base d'un ancien plan envoyé par l'émissaire américain Steve Witkoff. Israël n'a pas encore commenté la proposition de trêve. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou est soumis à de fortes pressions, tant de la part de l'opinion publique qui craint pour le sort des otages qu'à l'international avec des appels à mettre fin aux souffrances des Gazaouis. Depuis le début de la guerre, Israël assiège à Gaza plus de 2 millions de Palestiniens menacés de famine. Selon l'ONU, Israël rejette les accusations de famine délibérées et affirme autoriser l'entrée de davantage d'aide. Sur le terrain, le 18e convoi de camions transportant de l'aide humanitaire dans le cadre de l'initiative Zaid al-Izza a traversé ce mardi le point de passage de Rafah en direction du terminal de Karm Abou Salem, où il serait soumis au contrôle des forces d'occupation israéliennes avant d'entrer dans l'enclave. Ce convoi s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Égypte pour soutenir le peuple palestinien et atténuer ses souffrances dans l'enclave.